Merci beaucoup, Madame Dandurin. Voilà une plongée magnifique dans un passé qui est extrêmement intéressant à observer parce qu'il donne les clés de la compréhension de toute la construction du protectorat, finalement. Et je vais laisser maintenant à Arnaud Tessier, le biographe magistral du maréchal Lyautey, de nous exposer la philosophie et la pratique de ce protectorat. Merci, Arnaud. Merci. Je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, je vais rapidement rappeler la vision du protectorat tel que Lyautey l'a développé, et puis surtout essayer de projeter ce regard de Lyautey sur ce qui va le suivre et de voir comment Lyautey après Lyautey, comment cette idée du protectorat survit ou souffre ensuite à travers quelques points que j'ai identifiés en 1927, avant la guerre, à l'occasion du livre qui lui est consacré pour le centenaire de sa naissance en 1954, donc en plein cœur évidemment des événements que Frédéric Grasset évoquait tout à l'heure, et puis le discours de De Gaulle pour le retour des cendres de Lyautey en 61, et qui est véritablement, quand on le lit attentivement, comme tous les discours de De Gaulle, qui comprend des clés très intéressantes. En écoutant Julie Dandurin, j'étais très frappé par cette vision très riche qu'elle donne d'avant le Maroc lyothéen, et c'est très fascinant de voir que Lyautey a parfaitement compris quelle était la situation du Maroc, d'abord parce qu'il l'a vu de l'extérieur de manière assez longue, quand il était aux confins algéro-marocains, et puis parce qu'il avait une capacité d'analyse et de compréhension très rapide de ce qu'est la construction d'une monarchie, finalement, quelles que soient ses particularités. Et quand il prend les fonctions de résident général, je crois qu'il est important de mesurer que lui-même a une vision de la France qui est très critique. Il y a une sorte, selon lui, non pas une anarchie en France, mais une sorte d'anarchie organisée, c'est-à-dire une administration puissante, un territoire très maîtrisé, une administration très puissante qui porte le pays depuis des décennies, et un pouvoir politique faible, incapable d'agir dans la durée. Et lorsqu'il arrive au Maroc, il a une vision d'un État peut-être dont la construction est inachevée ou doit être reprise, poursuivie, mais une vision donc très nuancée et qui ne souffre pas peut-être de cet excès de regard occidental que vous avez fort justement décrit tout à l'heure, de cet esprit orientalisant. Lui-même d'ailleurs, c'est assez drôle, il faisait les mêmes remarques au sujet des islamisants en chambre. On peut dire qu'il y a quelque chose, une certaine analogie, si on s'en tient à l'islam. Je voulais rappeler d'ailleurs, sur ce premier temps très rapide de mon propos, que Lyautey a découvert l'Afrique du Nord, le monde arabo-musulman, très jeune, à 26 ans, lorsqu'il fait son premier voyage, d'abord son premier séjour comme jeune officier, et puis des voyages, il apprend l'arabe et découvre les élites locales. L'Algérie lui semble la proie d'une agitation sourde et permanente. Il n'aime pas la façon dont l'expérience algérienne est conduite. Et un des éléments déterminants de la future doctrine Lyautey est déjà fixé à cette époque. Et puis ensuite, il y a sa carrière politico-militaire ou administrativo-militaire qui commence assez tard, puisque en fait il part pour l'Indochine, il a une quarantaine d'années. Mais là, il va voir une expérience très intéressante de protectorat auprès du gouverneur général Lansan, ne froisser aucune tradition, ne changer aucune habitude, nous dire qu'il y a dans toute société une classe dirigeante née pour diriger, sans laquelle on ne fait rien, et une classe à gouverner, mettre la classe dirigeante dans nos intérêts. C'est ce que dit Lansan. C'est une vision effectivement encore très, très élitiste et très conservatrice, mais qui va beaucoup compter dans ce mélange qu'il y a chez Lyautey de compréhension très forte de la tradition et de la nécessité de la modernisation. Et puis cette expérience, cette vision, il va la poursuivre aux côtés de Gallieni, déjà en Indochine, et puis à Madagascar, et puis dans cette carrière qui le conduit dans des responsabilités à la frontière algéro-marocaine jusqu'à la prise des fonctions de résident général en 1912 dans un contexte de crise. Et ensuite, Lyautey, lorsqu'il est en fonction, à partir de 1912, ce qui va être extraordinaire, c'est un petit peu comme Richelieu, que vous avez évoqué tout à l'heure, un peu comme Richelieu, il écrit l'histoire tout en la méditant. C'est-à-dire qu'il est à la fois en action, et une action qui consiste d'abord à rétablir une situation militaire très compromise, à pacifier le Maroc, tâche qui sera inaccomplie encore bien des années après son départ de la résidence générale,
il voit cela, et en même temps, si j'ose dire, il médite déjà la conception du protectorat et l'œuvre du protectorat au Maroc. On est très frappé par le document du rapport général de juillet 14 sur la situation du protectorat au Maroc, qui est très inspiré et où il développe beaucoup déjà cet aspect d'une organisation qui marche, selon l'expression qui lui était chère, et cette idée qu'on construit tout en pacifiant, on mène l'action militaire tout en construisant, organisant, développant, et il développe encore cette attitude pendant toute la période de la Première Guerre mondiale, où avec des moyens limités, il doit tenir bien sûr le Maroc, qui est pour lui un enjeu stratégique, et il ne perd jamais de vue. Il ne tient pas seulement le Maroc, il continue, alors même que la guerre fait rage sur le continent, il continue son œuvre de construction. Donc, pour l'IOT, très vite, il s'agit de rétablir l'autorité symbolique du sultan, mais aussi d'établir une véritable autorité administrative, certes avec des systèmes administratifs parallèles, l'administration du protectorat et le Marzen, dans l'idée que c'est peut-être une monarchie inachevée, mais aussi une monarchie qui fonctionne selon des rituels et une organisation qui est différente de la tradition européenne, avec le poids des grands fiefs, des élites marocaines, et donc tout l'enjeu pour lui, selon la formule qu'il utilise dans des documents officiels, notamment ceux qu'il adresse régulièrement au Quai d'Orsay, il a le souci de faire comprendre le sens de cette œuvre titanesque. Le protectorat n'est pas une formule théorique et de transition, et encore moins un simple habillage d'un système de domination, mais, dit-il, il faut en faire une réalité durable. C'est-à-dire que pour lui, le protectorat, comme il était dit tout à l'heure, est évolutif. Une formule théorique et de transition, non. Une réalité durable, oui. La pénétration économique et morale d'un peuple, non par l'asservissement à notre force, ou même l'asservissement à nos libertés, très belle formule, mais par une association étroite dans laquelle nous administrons dans la paix par ses propres organes de gouvernement, suivant ses coutumes et ses libertés à lui. Et le Maroc va donc entrer dans cette machine, dans cette organisation qui marche pendant même la période de la guerre en Europe, de manière très frappante. Vous savez que l'IOT va quitter le Maroc pendant quelques mois pour exercer les fonctions de ministre de la guerre, dans des conditions qu'il jugera peu satisfaisantes et qui le conduiront à une démission retentissante. Et puis il va revenir ensuite au Maroc, et son regard va être encore plus aigu, parce qu'il va voir que, en quelque sorte, cette machine du protectorat qu'il a si bien conçue, cette façon de concevoir l'avenir du Maroc comme quelque chose qui doit aller bien au-delà de la présence française, il voit bien qu'à cause de la pression de l'environnement en Afrique du Nord, de la pression de l'Algérie, de la pression du milieu des colons, la presse en particulier en Algérie, qu'il attaque énormément, qu'il attaque avec une violence tout à fait extraordinaire, il voit que sa construction est fragile et commence à dévier. Et c'est la raison pour laquelle il va essayer, dans les années 20, jusqu'à son départ de la résidence, jusqu'à la guerre du Rif et son départ, son remplacement par Pétain, il va essayer d'alerter les autorités françaises dans un contexte politique compliqué qui est celui de l'époque du bloc national et de l'après-guerre, alerter les autorités françaises sur la nécessité de donner ce qu'il appelle un coup de barre. Alors il y a la célèbre note de 18 novembre 1920, appelée donc la note du coup de barre, qui restera confidentielle jusqu'au début des années 50, et que la géographie traditionnelle du maréchal met toujours en exergue, tant elle témoigne d'une authentique lucidité. Enfin, elle est authentique, et c'est le problème. Quand on écrit la biographie de l'IOT, c'est ce que disait d'ailleurs aussi bien Jacques Berck que les historiens qui ont Daniel Rivet, qui a fait cette thèse magnifique sur le protectorat. On n'échappe pas à l'IOT, parce qu'on ne veut pas être son hagiographe, mais quand même on est saisi par le caractère visionnaire. Et il dit, voici le moment de donner un sérieux coup de barre au point de vue de la politique indigène et de la participation de l'élément musulman aux affaires publiques. Il reprend et développe les arguments d'une lettre qu'il avait envoyée à Delcassé dès juin 1915. Il déplore l'insuffisante utilisation qui est faite des jeunes élites marocaines, l'accès trop limité qu'il aurait réservé dans les postes de responsabilité. Il va revenir à la charge le 14 avril 1925 dans un propos devant le Conseil de politique indigène à Rabat, où il dit ce fameux texte que De Gaulle reprendra en 1961. Il est à prévoir, et je le crois comme une vérité historique, que dans un temps plus ou moins lointain, l'Afrique du Nord évoluait, civilisée,
vivant de sa vie autonome, se détachera de la métropole. Et je crois, se détachera de la métropole, il faut qu'à ce moment-là, et ce doit être le suprême but de notre politique, cette séparation se fasse sans douleur et que les regards des Marocains continuent toujours à se tourner avec affection vers la France. Et donc, ce n'est pas un aveu d'échec, mais c'est quand même la crainte de la fragilité. Donc, l'UET va quitter le Maroc dans le contexte que nous connaissons, au moment de la guerre du Rif, qui est aussi le prix qu'il paye pour cette vision à la fois très active, très porteuse d'avenir du protectorat. Et ensuite, l'IOT va se mettre en retrait par nécessité. Et parmi les petits points que j'ai identifiés de l'IOT après l'IOT, il y en a un premier que je trouve intéressant, c'est après son départ donc, du Maroc. En 1927, la Société des anciens élèves et élèves de l'École libre des sciences politiques, où d'ailleurs l'école libre, où l'ENA n'existe pas à cette époque, mais il puise déjà un certain nombre de ses collaborateurs. Et cette société, face au grand mouvement de l'après-guerre qui remue le monde musulman, là on est dans une optique d'analyse de l'islam très particulièrement, au-delà du cadre particulier du Maroc, et que la guerre a révélé ou accéléré, il y a une série de conférences sur l'islam et la politique contemporaine, et l'IOT accepte d'en assurer la présidence, bien qu'il est quand même juste après, il arrive juste après une période très, très délicate. Il accepte d'en assurer la présidence à la condition formelle de ne pas y prendre la parole. Ce qu'il fait pourtant, évidemment, très brièvement, mais alors de manière très incisive et de manière significative. Et en quelques phrases, il indique que pour lui, l'islam n'est pas immobile, qu'il n'est pas un, qu'il y a des différences radicales entre le musulman marocain, le musulman algérien, le musulman tunisien et le musulman d'Orient, et entre leur manière de concevoir l'islam. Il ajoute que rien n'est plus dangereux que de vouloir généraliser de telles questions et qu'il ne se reconnaît aucune expérience islamique générale. Rien que ce message, dans le contexte où il l'exprime en 1927, est intéressant. Il montre bien cet esprit, cette volonté de compréhension de l'IOT, de se remettre toujours dans la réalité des choses. Et l'exposition coloniale de 1931, qui est l'œuvre qui va peupler les dernières années de son existence, avant sa mort en 1934, l'exposition coloniale de 1931, il la conçoit un peu comme une façon de faire découvrir aux Français, et aux élites françaises aussi, la réalité de l'Empire dans sa diversité. Ce n'est pas une entreprise de propagande coloniale, il veut justement montrer quelle est la richesse, la diversité de l'Empire français, et évidemment avec un intérêt particulier pour les pays qu'il connaît bien. Deuxième point rapide que je voulais évoquer, deuxième point de regard après le départ de l'IOT du Maroc, c'est sa biographie par André Mauroy, qui sera plusieurs fois rééditée, même sous forme de bande dessinée, et qui va imposer l'image d'un Lyautey, vraiment la personnalité, le mythe Lyautey, qui existe déjà chez beaucoup de ceux qui ont travaillé avec lui, qui s'est déjà répandu à travers sa correspondance si riche et si habile, qui a irradié littéralement ou irrigué toutes les élites européennes, mais le mythe Lyautey va véritablement être fabriqué par Mauroy avec beaucoup d'honnêteté et de finesse, mais c'est un peu cet homme, cet organisateur, ce génie précurseur que dans cette biographie officielle, comme on dirait en Angleterre, Mauroy trace avec beaucoup de talent. Lyautey, personnage littéraire, grand administrateur qui pratique l'art du commandement, ce qu'on appellerait aujourd'hui le management. Lyautey manager en quelque sorte, mais aussi un homme avec des failles, l'humanité de Lyautey. Et donc Lyautey est là en pied, une statue dressée par un biographe très fin, très subtil, qui sait en montrer, encore une fois, non pas les faiblesses, mais les doutes, mais avec une force qui est encore plus grande. Troisième point de regard, l'apparition donc en 1954 du livre d'or du centenaire de la naissance du maréchal Lyautey, le mémorial de Lyautey en 1954, donc on est véritablement au cœur des choses. Alors c'est un livre énorme, très lourd, qui est à la gloire évidemment de Lyautey et de toutes ses réalisations, et évidemment cette sorte d'apologie de l'œuvre lyautéenne et à un sens politique qui je n'ai pas besoin d'expliciter. Mais ce qui est très intéressant, c'est la préface très courte, elle aussi. En voilà un qui parle très peu, mais fort à propos, de Juin, qui, dans une préface très courte, dit « C'est par sa création qu'un créateur se survit à lui-même et prolonge en esprit sa présence parmi les vivants. » C'est dire que le livre d'or du centenaire de Lyautey eût été incomplet s'il se fût borné, d'ailleurs, à un simple mémorial. Et
Juin dit cette chose extraordinaire. Qu'est-ce qui parle dans le livre qu'il préface? Ce sont les images. Il y a des textes, il dit, mais les images parlent plus que les textes. Il dit, l'IoT, c'est d'abord visuel, de fortes impressions visuelles. Et effectivement, l'héritage liotien, et pour avoir été au Maroc, avoir parlé avec des Marocains, notamment quand je suis allé à Casablanca, la présence presque physique de l'IoT est souvent traduite par ça, par des témoignages visuels, et parce que l'IoT était aussi non seulement un constructeur, mais quelqu'un qui avait un art de la communication et de l'expression publique et assez extraordinaire. Et Juin dit, juxtaposant le présent au passé, elle nous montre l'IoT faisant surgir, comme par miracle, d'une terre en friche, vision quand même ô combien forcée, maintenue depuis des siècles dans l'effervescence et la barbarie, un Maroc moderne et de vocation occidentale, promis aux plus heureuses destinées. Et voici comment, à partir d'un monument dédié à l'IoT, on change radicalement de vision des choses, car ce n'est pas du tout la vision de l'IoT. Vous avez là tous les éléments d'une vision totalement différente. Néanmoins, Juin dit construction admirable mais fragile, et là il rejoint l'IoT. Il dit un rien, un simple détour de notre pensée peut faire qu'elle disparaisse à nos yeux comme un fugitif mirage, un instant entrevu sur une terre de désolation. Il y a la dramatisation des choses qui me rappelle un peu la célèbre phrase du personnage de Psychari, ce désert est empli de la France. C'est assez étonnant de voir à quel point là, les deux visions dans un hommage sont totalement décalées. Et le livre préfacé par Juin s'achève par un extrait du discours de Sidi Mohamed Ben Youssef lors de la visite de l'exposition coloniale en 1931, et qui vient en quelque sorte apporter de l'eau au moulin de Juin, rappelant ces paroles du sultan: apporter notre salut au grand Français qui a su conserver au Maroc ses traditions ancestrales, ses mœurs et ses coutumes, tout en y introduisant cet esprit d'organisation moderne sans lequel aucun pays ne saurait vivre désormais. Pouvons-nous oublier en effet qu'à votre arrivée au Maroc, il s'adresse à l'IoT, l'empire chérifien menace ses ruines, ses institutions, ses arts, son administration branlante, tout appelé un organisateur, un rénovateur de votre trempe, pour le remettre dans la voie propre à le diriger vers ses destinées. Là, même si, évidemment, il y a une sorte de rituel obligé, eh bien, d'une certaine manière, on est plus dans l'esprit de l'IoT. Donc c'est extraordinaire, ce livre de 1954, avec cette préface très déviante de Juin, et puis mettant au service de sa vision un propos du roi, enfin de Mohamed V, en 1931, avant la lettre, qui est en réalité beaucoup plus dans l'esprit lyotéen. Dernier élément, dernier axe pour le regard posthume en quelque sorte, c'est le retour des cendres de l'IoT, le 10 mai 61, et De Gaulle va prononcer un discours qui, comme toujours chez De Gaulle, est à la fois court et pesé. Pendant longtemps, j'ai suspecté De Gaulle, parce que ce discours se termine par le maréchal Lyautey n'a pas fini de servir la France. Je me disais, comme d'autres, il n'a pas fini de servir De Gaulle, parce que c'est vrai qu'en 61, Lyautey, le souvenir de Lyautey, De Gaulle, on peut penser qu'il en s'en sert comme instrument pour sa politique. Mais en réalité, j'ai été très sévère, parce que j'ai relu, je suis un peu plus familier de la prose gaulienne, qui est une prose toujours, encore une fois, brève, mais toujours avec des raisonnements qui sont toujours constants. Et en fait, De Gaulle dit des choses très fondamentales. Alors, il dit 27 années après sa mort, années qui virent se transformer de fond en comble toutes les données de son époque. Il rappelle que l'IoT agit au Maroc dans un monde en pleine turbulence, en pleine transformation, aussi bien avant, pendant la Grande Guerre qu'après. Et ça, c'est vrai qu'on oublie que cette action marocaine, ce modèle du protectorat lyotéen, en quelque sorte, se construit dans un monde en ébullition. Et l'IoT ne l'a jamais perdu de vue, et ça plaît à De Gaulle, parce que De Gaulle est quelqu'un qui raisonne toujours avec cette idée qu'on est dans un monde en ébullition. Il dit, voici qui nous apparaît comme un maître d'à présent. Et il explique, ce n'est point du tout à l'abaissement d'un empire et à la domination d'un pays que tendit son action de résident général de France au Maroc, mais au contraire à la consolidation d'un État souverain, ainsi qu'au développement d'une élite et d'un peuple, pour les aider à devenir capables de porter un jour la responsabilité de l'indépendance et de la civilisation. Et puis il cite le fameux rapport au gouvernement. Il faut imaginer De Gaulle avec la voix de Gaulle, que je me garderai bien d'imiter, mais il fait revivre dans ce discours, dans un contexte qui est un peu triste, parce que c'est à la suite d'un accord entre Mohamed V et De Gaulle pour éviter différents malentendus qu'on a décidé d'arracher le maréchal
à sa sépulture marocaine qu'il avait choisie. Il n'avait aucune envie, le maréchal Lyautey, on le savait, il l'avait dit de son vivant, de terminer un jour aux Invalides. Donc il y a une petite tristesse quand même dans ce retour des cendres. Mais il faut voir le phrasé de De Gaulle, et il fait revivre à travers sa voix, son timbre particulier. Il cite Lyautey: il faut regarder bien en face la situation du monde, et spécialement la situation du monde musulman, et ne pas se laisser devancer par les événements. Ce n'est pas en vain qu'ont été lancées à travers le monde les formules du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et les idées d'émancipation et d'évolution dans le sens révolutionnaire. Il faut bien se garder de croire que les Marocains échappent ou échapperont longtemps à ce mouvement général. Et De Gaulle souligne que c'est dès 1920 que Lyautey dit ça, et que c'est quand même l'élément extraordinaire. Et en terminant, De Gaulle explique quelle a été la méthode de Lyautey pour faire naître, dans cette conception d'un protectorat évolutif, et même rapidement évolutif, le Maroc moderne, dans le respect de ses traditions et de ce qu'était le Maroc dans sa substance. Alors il explique la fermeté du gouvernement. Rien en effet, dit De Gaulle, ne se crée que dans l'ordre. L'influence de la culture, ce qui en 61 n'est pas si évident que ça. Hein. Ça commence tout juste, cette notion de culture au sens très politique et très régalien du terme. L'influence de la culture, car tout procède de l'esprit. L'essor de l'économie, dont il fit une sorte de miracle. Enfin, et par-dessus tout, la force et la gloire des armes, parce que jamais parmi les peuples immobiles, la voie ne fut frayée aux réformes et au progrès, sinon par l'effort, les peines et le sang des soldats. D'une certaine manière, De Gaulle identifie l'action de Lyautey au Maroc à la naissance de la Ve République. C'est même troublant, puisqu'il décrit les ingrédients dont De Gaulle se sert lui-même. Et c'est à ce titre-là qu'il en fait un précurseur, comme le Maroc, terre d'expérience de la construction d'un pouvoir moderne. Comment trouver les nouvelles voies d'une grandeur, des nouvelles voies de grandeur dans un pays qui doit accepter les nouvelles conditions du monde tout en vivant ses traditions et tout en concevant le passé comme quelque chose de vivant, l'histoire comme quelque chose qui s'écrit et qui est action en même temps. Il me semble, pour terminer, que s'il y a un modèle lyothéen, au-delà de ce qu'a été le protectorat et de la façon dont il l'a conçu, et si on le lit à travers ce regard de De Gaulle, qui de manière assez extraordinaire, comme toujours chez De Gaulle, fait que, selon l'expression bien connue, enfin brodélienne, que le passé brûle le présent, il me semble que cette idée que la politique au Maroc, qu'il a gouverné dans un certain cadre, quand il était résident général, dans le respect des traditions et en restaurant pleinement la dignité politique symbolique du sultan, il me semble qu'il y a cette idée que la politique, c'est de l'histoire en action, et c'est cette idée que l'histoire, la compréhension de l'histoire, c'est le fondement de toute chose, et il me semble que c'est bien cette idée que, de mémoire réussie, la politique, somme toute, c'est ça. C'est ce que De Gaulle avait compris, avait décelé chez Lyautey, et c'est en cela, malgré leur parcours si différents et leur caractère si différent, et en dépit du fait qu'ils se sont simplement croisés dans leur vie d'homme, il me semble que ce qui les rapprochait là, et c'est ce qui définit bien ce qu'est un homme d'État, qu'il agisse dans son propre pays ou qu'il agisse en quelque sorte par procuration, comme l'a fait Lyautey de manière très étrange au Maroc. Voilà, je vous remercie.